Nous sommes le 3 décembre 1999. C'est un jour qui a commencé comme les autres. Mais pour une famille, il se terminera par une tragédie inimaginable et un mystère auquel ils ne trouveront peut-être jamais de réponse. Un jeune homme rend visite à sa famille à Key West, en Floride, pendant les vacances d'hiver. Il est en première année d'université. Même si une partie de lui a le mal du pays, il a failli choisir de ne pas revenir du tout. Les relations sont tendues entre le jeune homme et son père dernièrement. Son père lui en veut encore d'avoir postulé dans des universités hors de l'État. Beaucoup se réjouiraient d'apprendre que leur enfant est admis dans une université à New York, mais le père du jeune homme reste moins optimiste. Il pense que son fils n'y recevra pas une bonne éducation et n'apprendra que des idées libérales inutiles qui ne l'aideront pas à trouver un bon emploi. Le fils n'est pas du même avis. Il étudie les sciences de l'environnement, un domaine qui le passionne, bien que moins lucratif que l'immobilier de son père. Il aimerait que ses parents fassent plus d'efforts pour le comprendre. Sa mère a fait des efforts, il faut le reconnaître. Elle lui a posé beaucoup de questions sur les personnes qu'il a rencontrées à l'université et sur les matières qu'il suit. Mais elle lui répète qu'il doit faire plus d'efforts avec son père. C'était son idée de faire un tour dans l'avion de son père. Le jeune homme aurait été heureux d'aller pêcher. Il adorait pêcher avec son père quand il était enfant et cela faisait longtemps qu'il n'était pas sorti en bateau. Il a toujours été un passager nerveux, même reprendre l'avion pour rentrer de New York l'angoissait. L'idée de monter dans le cockpit exigu du Cessna 182 Skyline de son père le fait presque frissonner d'angoisse. Son père affirme qu'il est ridicule de craindre l'avion et lui assure que voyager en avion est statistiquement plus sûr que conduire. Pourtant, le jeune homme pense qu'en cas de crash d'un petit avion au-dessus de l'océan, il se pourrait que personne ne découvre jamais ce qui s'est passé. Malgré sa nervosité, le jeune homme pense à quel point cela ferait plaisir à sa mère de savoir que lui et son père passent enfin du temps ensemble à nouveau. Même si, de son point de vue, c'est son père qui est déraisonnable. Mais le jeune homme est fatigué et il ne va pas rester longtemps à la maison. Alors il se dit que, pour l'instant, il sera plus simple de faire ce que ses parents disent. Le jeune homme et son père montent dans l'avion. Son père lui donne toutes les spécifications de l'avion, lui dit où il l'a acheté, comment il a obtenu une grosse réduction et combien de fois il l'a sorti. Le jeune homme acquiesce et tente de paraître intéressé. Heureusement, lorsqu'il décolle, le moteur est assez bruyant pour qu'il ne puisse pas vraiment tenir une conversation sans devoir crier. Le plan est de voler vers l'est au-dessus de l'Atlantique jusqu'aux Bahamas, faire le plein, puis rentrer directement. Le voyage durera au maximum quelques heures, voire un peu plus s'ils choisissent de se promener avant de faire le plein. Le vol est calme et le père du jeune homme est un bon pilote. L'océan défile en dessous. Parfois, le jeune homme voit des bateaux sur l'eau en dessous, mais il est difficile de distinguer les détails de cette hauteur. Le ciel est complètement uniforme, sans un seul nuage en vue. Au début, le jeune homme s'ennuie, mais lorsque l'avion commence à survoler certaines des petites îles qui composent les quais de Floride, il commence à comprendre pourquoi son père aime autant piloter. L'Overseas Highway, l'immense réseau de ponts qui relie les quais au continent, ressemble à une bande de papier et les voitures qui y circulent ressemblent à des fourmis. Le père du jeune homme lui dit que voler aide à se vider la tête et que passer son brevet de pilote fut sa meilleure décision depuis sa retraite. Le jeune homme dit à son père qu'il est content pour lui. À sa grande surprise, son père lui répond qu'il est content pour lui aussi, tant qu'il est certain que le chemin qu'il a choisi lui apportera un vrai bonheur. À présent, l'avion survole le grand large. Cela fait un moment, probablement une demi-heure, qu'ils n'ont pas vu d'île. L'horizon s'étend devant eux, là où le bleu vif du ciel rencontre le bleu profond de l'océan Atlantique. Le père du jeune homme vérifie son cap pour s'assurer qu'ils sont toujours sur la bonne voie pour atteindre leur destination. Tout semble bien se passer. Peut-être que ce sera finalement un bon voyage de retour à la maison. Ce que le jeune homme et son père ne peuvent pas savoir, c'est qu'ils ne sont pas aussi seuls dans ce vaste ciel bleu qu'ils le pensaient. Soudain, l'avion tremble comme s'il était frappé par de fortes turbulences. Cela ne devrait pas arriver. Cela ne devrait pas pouvoir arriver. Le contrôle du trafic aérien n'a signalé aucun système de basse pression sur leur radar. Lorsque le père et le fils ont quitté Key West, l'horizon était totalement dégagé. Selon la météo, aucune cellule orageuse n'est présente dans la région. Et pourtant, quand le jeune homme regarde par la fenêtre, il peut voir d'inquiétants nuages gris foncé se diriger vers l'avion. Les nuages sont si énormes qu'il se demande comment personne n'a pu les voir arriver. Alors que la tempête se rapproche, il peut voir ce qui ressemble à des éclairs, mais quelque chose ne va pas.
En tant qu'étudiant en sciences de l'environnement, il a étudié la façon dont les tempêtes se déplacent dans certains de ses cours. Il en sait assez pour reconnaître que quelque chose ne va pas. Ce nuage d'orage se déplace trop vite, de façon anormalement rapide. Mais ce qui le trouble encore plus, c'est qu'alors que son père tourne l'avion pour l'éviter, le nuage se déplace avec eux. C'est comme s'il était attaché à l'appareil, les poursuivant, refusant de les laisser s'échapper. Un grondement de tonnerre retentit. Le père dit à l'homme qu'ils doivent vite trouver où atterrir. Son Cessna ne tiendra pas face à une si grande tempête, surtout au-dessus de l'eau. Les vents de la tempête les secouent violemment et l'homme et son père luttent contre la nausée à chaque chute de l'avion. L'avion gronde et gémit tellement que le jeune homme craint qu'il ne se désintègre. Par la fenêtre, tout ce que les deux hommes peuvent voir, c'est du gris, alors que le nuage d'orage les rattrape et engloutit complètement l'avion. Selon la carte, une île se trouve près de leurs coordonnées. S'ils contactent le petit aéroport local par radio, ils pourraient avoir une chance. Le père allume la radio et envoie un appel de détresse. Mais quelque chose ne va pas. La radio ne capte que des parasites. L'homme tente sans cesse d'envoyer un signal de détresse, espérant contacter quelqu'un capable de les aider à atterrir avant qu'il ne soit trop tard. Mais tous ces appels restent sans réponse. Puis son fils pointe le tableau de bord de l'avion et il se rend compte qu'il n'y a pas que la radio. Tous les instruments du Cessna deviennent incontrôlables. La boussole tourne follement, tout comme l'indicateur de vitesse verticale et l'altimètre. Même la jauge de carburant commence à bouger vite de haut en bas. Les lumières du cockpit clignotent, puis s'éteignent complètement. L'avion n'a plus aucune alimentation électrique. Le jeune homme et son père se préparent à l'impact, attendant le crash, mais il n'arrive jamais. La mère du jeune homme attend que son fils et son mari reviennent. Ce n'est pas leur habitude de rentrer tard, et lorsqu'elle entend le grondement d'une tempête au-dessus de l'océan, elle s'inquiète. Elle appelle l'aéroport et, à son grand effroi, elle découvre que l'avion de son mari n'est jamais revenu. Le père et le fils sont tous deux portés disparus. Les recherches durent plusieurs jours, mais les gardes-côtes ne trouvent pas le moindre débris. Les amis et la famille de la femme essaient de lui remonter le moral en parlant encore de son mari et de son fils comme étant portés disparus, mais la femme sait que c'est trop optimiste. Ce n'est pas la première fois qu'une chose pareille arrive, et quand cela se produit, les personnes impliquées ne réapparaissent généralement jamais. Piloter un petit avion est dangereux. Son mari en était conscient en s'y lançant. La femme ne peut s'empêcher de se blâmer pour la disparition de son fils et de son mari. C'était son idée qu'ils partent ensemble. Elle avait constaté qu'ils s'éloignaient et pensait qu'un voyage en avion au-dessus de l'océan serait l'occasion de se rapprocher. Si elle n'avait pas été aussi insistante, ils seraient peut-être encore tous les deux en vie. La disparition de l'avion n'était la faute de personne. Les forces de la nature restent imprévisibles, même pour les aspects que nous comprenons. Quand la nature devient anormale, elle devient plus mortelle. Et il n'y a pas de meilleur exemple que SCP-605, le nuage orageux prédateur. SCP-605 est une grande entité aérienne composée d'une matière gazeuse qui ressemble à la vapeur d'eau formant un nuage orageux. Impossible à contenir à cause de sa taille, le personnel de la Fondation le surveille et fait tout pour éloigner les gens et étouffer toute information sur son existence. La Fondation a mis en place une équipe de suivi qui reste en permanence à moins de 15 km de la créature au cas où elle montrerait des signes d'activité. À l'état dormant, SCP-605 est transparent et difficile à détecter à l'œil nu. Il se déplace lentement et semble tourner autour d'un territoire défini, se déplaçant entre les Bermudes, Porto Rico et le sud de la Floride. Si cette zone vous semble familière, c'est probablement parce que le territoire du SCP-605 porte un surnom bien plus célèbre, le Triangle des Bermudes. Le Triangle des Bermudes, également connu sous le nom de Triangle du Diable, est généralement considéré par les vrais croyants comme étant la zone comprise entre Miami, les Bermudes et San Juan, ce qui correspond justement aux limites observées du territoire du SCP-605. Bien que l'entité n'ait pas été correctement répertoriée avant les années 1950, les archives des autorités locales suggèrent que le SCP-605 pourrait être actif dans la région depuis des siècles. Soit cela, soit il existe toute une lignée de créatures atmosphériques qui vivent dans la région depuis des temps immémoriaux. Je ne sais pas quelle possibilité me paraît la plus inquiétante. La première disparition mystérieuse couramment associée au Triangle des Bermudes fut celle de l'USS Pickering, qui disparut sans laisser de traces en 1800.
Parmi les autres cas notables figurent l'USS Wildcat en 1824 et l'USS Cyclops qui a quitté la Barbade en mars 1918 avec 306 membres d'équipage et passagers pour disparaître quelque part dans le triangle alors qu'ils se rendaient à Baltimore. Peut-être le cas le plus célèbre fut celui du vol 19, une escadrille de 5 bombardiers torpilleurs disparus lors d'une mission d'entraînement au-dessus des quais de Floride. Les transmissions radio faisaient état de compas défectueux et de phénomènes étranges qui, selon des sources classifiées, étaient en réalité causés par le SCP-605. Au fil des années, la Fondation SCP a étouffé toute information sur la véritable nature de la créature en diffusant auprès du grand public de nombreuses fausses explications, aussi bien fantastiques que scientifiques. Cela inclut des fantômes, des enlèvements extraterrestres, des anomalies magnétiques, des bulles de méthane modifiant la densité de l'eau et diverses théories impliquant la cité perdue de l'Atlantide. L'idée que l'Atlantide ait quoi que ce soit à voir avec le triangle des Bermudes est bien sûr ridicule. Comme nous le savons tous, SCP-5525 n'est absolument pas situé dans cette zone précise de l'océan Atlantique. Lorsque SCP-605 entre dans son état actif, il ressemble à un immense front orageux qui poursuivra et engloutira tout bateau ou avion se trouvant dans son territoire. Pendant ce processus, tout équipement électrique ou instrument de navigation à bord devient incontrôlable, fournit de fausses indications ou tombe en panne. Ensuite, une fois que le véhicule est entièrement enveloppé par SCP-605, il est absorbé et disparaît complètement. On ignore actuellement comment la créature parvient exactement à faire cela, car sa physiologie a été remarquablement difficile à étudier. Dès que SCP-605 a fini de se nourrir, il retourne immédiatement à son état dormant, disparaissant de la vue et devenant presque impossible à détecter avec n'importe quel instrument scientifique. À ce stade, il restera en dormance pendant plusieurs années, parfois même des décennies. Ce que nous avons découvert, cependant, c'est qu'après un repas, il y a une augmentation minime mais détectable de la masse de l'entité. Des études supplémentaires sont nécessaires, en attente de l'approbation du Conseil O5, mais ces données semblent confirmer que SCP-605 consomme effectivement les engins qu'il engloutit. Mais quelle que soit la subsistance dont SCP-605 a besoin, elle provient de l'engin lui-même, pas des personnes à l'intérieur. Ainsi, lorsque l'entité est en état de chasse, la Fondation parvient généralement à l'apaiser en lui offrant un aéronef sans pilote. Cela amène SCP-605 à retourner à son état dormant. Cette méthode est la meilleure que la Fondation ait trouvée pour limiter les victimes civiles ou militaires dans le triangle des Bermudes. Même si nous avons une assez bonne idée de la façon de garder SCP-605 docile, beaucoup de choses concernant cette anomalie atmosphérique restent un mystère total. Sa nature éphémère la rend difficile à étudier, donc il est impossible de savoir d'où elle vient ou si elle désire autre chose que d'engloutir de temps en temps un avion ou un bateau. Donc, même si nos recherches indiquent qu'à l'heure actuelle, SCP-605 est unique en son genre, la possibilité que d'autres êtres de ce type existent n'est pas totalement nulle. Après tout, voyager au-dessus de l'océan ou en pleine mer est dangereux et des avions ainsi que des navires disparaissent encore chaque jour.